c'est vrai que c'est souvent un sujet qu'on a abordé parce que c'est une question centrale, c'est le problème central et, j'allais dire, mondial, puisque jusqu'à aujourd'hui, les réfugiés palestiniens sont considérés comme les premiers réfugiés, c'est la première communauté de réfugiés dans le monde selon les statistiques de l'ONU. Donc il semble bien que ce soit vraiment un problème mondial. Il y a de recensés aujourd'hui pas loin de 5 millions officiellement inscrits donc, auprès des autorités onusiennes. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les seuls, il y en a bien d'autres qui ne sont plus inscrits sur les registres, mais qui sont toujours en situation de réfugiés complètement. Et alors c'est vrai que aborder cette question-là, c'est aborder le fond même de l'histoire palestinienne. Derrière cette question-là, c'est la question d'abord d'une dépossession qui a eu lieu, une question de déni et une question de démolition. Les trois sont l'origine de cette histoire de ces réfugiés, mais sont toujours présents aujourd'hui, ce qui fait que ce sont en plus des réfugiés qui continuent de le devenir. Donc à l'origine, vous avez une population qui est installée au Moyen-Orient, qui se dit palestinienne, qui comprend en son sein trois religions principales, donc une majorité musulmane, mais également des chrétiens et des juifs, et qui, comme beaucoup de pays de cette région-là, aspiraient à une autonomie, une indépendance. On était dans la pleine période de l'idée de l'autodétermination si fortement prônée par les Américains. Et puis l'histoire va en décider autrement, puisque le projet sioniste ne pouvait pas se contenter d'un territoire sans éliminer la population, c'est ce qui s'est passé. Et donc, en l'espace de quelques semaines, le projet sioniste qui a été réfléchi dès la fin du XIXe siècle en tant que tel, ce qu'on reverra tout à l'heure, en l'espace de quelques semaines, la majorité de la population se retrouve sur les routes de l'exil. Alors, ce qui est un fait unique au monde aussi, c'est que des puissances étrangères ont décidé du partage d'un territoire qui ne leur appartenait pas, en l'occurrence la Palestine. Quand les Britanniques qui avaient le mandat sur la Palestine se retrouvent confrontés à leurs propres contradictions, c'est-à-dire à la fois une promesse orale faite aux Palestiniens qu'ils auront droit à leur indépendance comme les Irakiens, comme les Libanais, comme les Syriens ont eu leur indépendance, en même temps, ils ont fait inscrire par contre dans la charte du mandat lui-même que tout serait fait pour aider à la mise en place d'un foyer national juif en Palestine. Alors, cette contradiction majeure, elle est vraiment la base même de ce conflit, puisque à partir de ce texte-là, les sionistes vont pouvoir mettre en place leur projet, un projet qui va se construire dès le début du XXe siècle, très progressivement, et qui va permettre aux sionistes d'installer à la fois un État dans l'État, de mettre en place, malgré une population toujours minoritaire, des infrastructures à la fois militaires, des infrastructures de contrôle qui vont leur permettre, en l'espace de quelques semaines après, de prendre le contrôle du territoire. Donc, dans les années 30, on voit apparaître notamment 3 milices juives très importantes qui vont s'installer, s'organiser, s'armer, qui vont être formées par les puissances britanniques, mais aussi par les États-Unis, qui vont être financées, qui vont être armées. Et donc, à côté de ça, vous avez une population palestinienne qui sent très rapidement qu'elle va être elle-même l'objet d'un déni, puisque très rapidement, elle se rend compte que les sionistes ont un double discours. À la fois, ils prônent la coopération et la collaboration avec les Palestiniens, et en même temps, concrètement, la dépossession commence, puisque quand les sionistes reprennent, par exemple, des magasins, quand ils s'installent pour ouvrir une entreprise dans les années 20 et les années 30 en Palestine, ils n'embauchent exclusivement que des juifs, et voire même, ils licencient les musulmans et les chrétiens pour ne garder que des juifs. Donc très clairement, les Palestiniens se rendent compte qu'il y a un projet de dépossession qui est en cours, mais leur voix n'est pas entendue. On est, je le rappelle, dans un système colonial, les Européens sont en pleine expansion coloniale, et l'image que les Européens ont, et en particulier les Français et les Britanniques, de cette région, c'est une image très négative. On considère que les Arabes sont des sous-développés. Il y a des textes extraordinaires là-dessus qui montrent vraiment à quel point il y a un mépris et comment on a fabriqué une image de l'occidental supérieure à toute autre population qui a laissé des stigmates, je pense même jusqu'à aujourd'hui.
Alors pourquoi le rappeler ça? Parce que c'est important de voir aussi comment on va gérer la question de ces réfugiés palestiniens ultérieurement. Donc les choses vont aller de mal en pis sur le terrain, et quand les Britanniques se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à gérer le mandat, ils décident de remettre leur mandat à la SDN, qui devient les Nations Unies, et ce sera le premier dossier que les Nations Unies devront gérer. C'est vraiment la première chose que les Nations Unies doivent gérer, c'est la question palestinienne, en 1945. Et à ce moment-là, déjà, il y avait déjà eu un projet de partage qui avait été soufflé par les sionistes en 1936, mais projet qui avait été mis de côté parce que dans les années 30, les choses commencent à basculer. En fait, les Britanniques sont partagés. Vous avez à la fois l'autorité, l'État, le gouvernement britannique qui est extrêmement sensible aux thèses sionistes. Beaucoup ont d'ailleurs adhéré au sionisme. Il y a des juifs, mais pas que des juifs qui sont devenus sionistes. Balfour en est l'exemple, c'était le ministre des Affaires étrangères. Et ils ont donc une idée extrêmement négative, eux, des Palestiniens, ne les entendent pas comme les autres, et sont donc très très enclins à faire partager le projet que les sionistes veulent mettre en place. Mais sur le terrain, les Anglais se rendent compte qu'il y a une véritable injustice majeure. Et ça, c'est un mot très important. Une injustice qui est en train de se mettre en place et dont les Palestiniens sont les principales victimes. Les années 40, ce sont aussi le début des années de terrorisme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, c'est le terrorisme sioniste qui est à l'œuvre, puisque dans les années 30, quand les choses commencent à bouger un peu en leur défaveur, entre guillemets, pour les sionistes, ces derniers vont donc commencer à mettre en place à perpétrer des attentats, d'abord contre les autorités mandataires britanniques et aussi contre les Palestiniens. Premièrement parce que les Anglais veulent commencer à restreindre l'immigration juive en Palestine, et puis d'autre part parce que les Palestiniens revendiquent bien sûr de plus en plus haut et fort, et c'est à ce moment-là qu'au milieu des années 30 se déclenche la très grande révolte palestinienne, la grande grève, étonnamment comme en France, qui se déclenche en 1936, qui démarre d'ailleurs de la campagne. C'est une grève générale à l'appel des paysans et des ouvriers. Le monde ouvrier palestinien est très mobilisé aussi, parce qu'en réalité, les droits nationaux d'autodétermination rejoignent des droits sociaux qui commencent déjà à être bafoués sur le terrain. Donc on voit que la situation s'envenime et les Anglais donc veulent se détacher. La commission onusienne qui va venir en 1946 va être aussi biaisée. Pour la simple raison, c'est qu'a priori, les intervenants et les premières analyses qu'on voit dans les documents montrent bien qu'elle serait plutôt favorable à la thèse palestinienne, c'est-à-dire un État palestinien indépendant qui acceptait d'intégrer les populations juives arrivées sur son territoire, mais dans le cadre éventuellement avec une représentation même de ces communautés dans un État qui se dirait même un peu fédéral. Il avait été question de cette idée-là, mais que, bien évidemment, la majorité soit autonome et qu'elle ait le pouvoir sur le pays, puisque la majorité était pas. Tous ces éléments, pendant des années, les Palestiniens, les réfugiés palestiniens l'ont raconté. Sauf que dans tous les conflits, les réfugiés palestiniens en ont été les principales victimes. Comme ce sont les vaincus, ils n'ont pas eu droit à la parole. Ce qu'ils disaient n'était pas entendu ni par les Occidentaux, ni par les Américains. Donc en Europe comme aux États-Unis, il y avait un déni complet de cette entente. Et c'est parce que dans les années 80, au milieu des années 1980, il y a eu l'ouverture de ce qu'on a appelé les archives d'État d'Israël. Il y a eu un mouvement de ce qu'on a appelé de nouveaux historiens israéliens, qu'on a commencé à entendre ce que disaient les Palestiniens, parce que ces nouveaux historiens israéliens ne disaient que la même chose que les Palestiniens, voire donner des renseignements précis, puisque c'est sur des documents d'État, donc vous avez des ordres, des exécutions, d'encerclement, d'expulsion, d'enfermement, donc c'est vraiment très précis, village par village, ville par ville, et c'est relayé par ce qu'on a aussi en Europe. Donc dans nos archives, vous avez en France d'excellentes archives diplomatiques. Vous avez la même chose en Angleterre, au Foreign Office et aux États-Unis. Donc l'ensemble de ces documents montre aujourd'hui comment, exactement, étape par étape, il y a eu ces discussions et comment on arrive à analyser comment les choses se sont faites. Donc cette commission onusienne, qui au départ était plutôt majoritairement pour un État unique,
en fait, va se targuer, donc nous sommes au lendemain, juste au lendemain de la guerre, d'être généreuse, en allant y compris interroger des juifs européens qui n'étaient a priori pas concernés, puisque la question devait d'abord être posée aux principales puissances occidentales, aux pays arabes, bien sûr, aux Palestiniens eux-mêmes, aux Juifs qui étaient en Palestine, mais bien évidemment pas aux Juifs du monde entier. Or, c'est ce qu'ils ont fait, puisque derrière, il y avait réellement un travail, on dirait aujourd'hui, de lobbying de la part des sionistes, qui ont tenu, et notamment les sionistes américains, à ce qu'il y ait cette interpellation, et c'est ce qui va faire un petit peu pencher la balance et décider de la partition de cet État. Donc ça y est, à partir du moment où les instances internationales décident de proposer la partition de l'État, les événements vont s'enchaîner après. Alors ce n'était pas gagné d'avance, puisque quand il a été proposé à l'Organisation des Nations Unies de procéder à un vote, le vote aussi, là aussi, revenait plutôt défavorable. Donc les Américains et les Russes, puisqu'à l'époque les deux étaient très favorables aux nationalistes, vont faire pression pour arriver à faire pencher la balance. Les Français étaient opposés au partage au départ, et pour d'autres raisons, puisqu'ils avaient beaucoup de bâtiments religieux en Palestine et ils voulaient maintenir leur contrôle sur ces bâtiments. Malgré tout, le vote va être favorable à cette résolution qui préconise, ce n'était pas une obligation, préconise ce partage. Et c'est là aussi où il y a toute la contradiction des Nations Unies qu'on retrouve aussi un petit peu aujourd'hui. Les Nations Unies font un vote, mais à aucun moment ils ne vont accompagner la décision sur le terrain. Donc ils savent que sur le terrain, les Palestiniens sont complètement dans une situation inégale par rapport aux sionistes, qui ont été, comme je vous l'ai dit, armés, et que donc les forces en présence vont être en faveur des sionistes, qui, même s'ils sont minoritaires, au niveau armement, au niveau infrastructure, sont beaucoup plus forts. Et c'est donc comme ça qu'en fait, l'expulsion va commencer dès le lendemain du vote du plan de partage, donc dès le début décembre 1947, les forces sionistes commencent à vouloir vider petit à petit le territoire. Alors au début, donc, la partie que l'ONU leur avait allouée, partie où ils se retrouvaient en tant que minoritaires à obtenir la majorité du territoire. Et donc, en fait, en l'espace de quelques semaines, et alors même que les Britanniques sont toujours sur place, c'est-à-dire qu'ils se doivent normalement, en tant que puissance mandataire, de protéger les populations, ils ne le feront pas. Et bien au contraire, même ils participeront, on le sait maintenant aussi, en aidant les sionistes, en les informant sur certains lieux de la présence ou pas d'une résistance palestinienne. Et donc à partir de décembre jusqu'en avril 1948, c'est-à-dire qu'avant même ce qu'on appelle la première guerre israélo-arabe, déjà les 2/3 de la population qui sera expulsée sont déjà sur les chemins de l'exil. Alors ça c'est un fait important à savoir parce qu'on a réécrit l'histoire après. Pourquoi? Parce qu'après, il y a eu la version, comme je vous disais, officielle de l'État d'Israël, qui était de dire, en fait, au moment de la Première Guerre, donc le 15 mai 1948, quand l'ensemble des armées arabes vont attaquer, soi-disant, je vais y revenir, l'État d'Israël, ce sont les États arabes qui ont appelé les Palestiniens à partir. En fait, non, pas du tout. Il n'a jamais été question. Il y a 2 chercheurs qui ont complètement dépouillé les archives sonores des radios localement et notamment de la BBC. Il n'y a jamais eu d'appel des États arabes à partir. Au contraire, il y a eu l'inverse. On disait aux gens, restez sur place. Mais ça a été vraiment à la fois un mélange de guerre, c'est-à-dire de combat. Il y a eu des massacres qui ont été perpétrés dans certains villages et après leur publicité faite de manière à effrayer les gens. Donc l'ensemble de ces exactions ont fait qu'à la fois il y a eu des expulsions et des départs dus à la situation que les sionistes mettaient en place. Après, bien évidemment, il y a eu la deuxième histoire qu'on a racontée, qui était de dire que les États arabes avaient attaqué un État faible, petit, et que eux, ils étaient nombreux, grands et beaucoup. En fait, c'est aussi tout à fait faux. L'ensemble des pays arabes, qui pour certains n'étaient même pas encore indépendants, d'autres venaient juste d'acquérir leur indépendance, n'avaient au total que 35 000 hommes, et y compris des volontaires.
pas formés de la même manière. Certains avaient participé aux côtés des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais à la différence, c'est que les sionistes avaient négocié leur participation contre une aide, en sachant qu'ils allaient avoir besoin d'une intervention militaire. Parce que dès le début de leur projet, donc dès la fin du XXe siècle, ils savent que les Palestiniens ne partiront pas. Ils le savent très bien, et ils le savent d'autant mieux qu'au début du XXe siècle, en 1924-25, les sionistes ont 3 pays sur la sellette. Ils ont le Liban, la Syrie et la Palestine. Leur projet, c'est de prendre les 3. Donc ils commencent à vouloir acheter des terrains sur les 3, et là où ils ont le plus de résistance, c'est en Palestine. Il faut le savoir, c'est aussi un élément intéressant. Donc, en l'espace de quelques semaines, il y a à peu près 800 000 Palestiniens, entre 800 et 850 000 selon les statistiques, sur 1 250 000 habitants qui se retrouvent sur les routes de l'exil et qui aujourd'hui forment cette plus grande communauté de réfugiés dans le monde. Alors dès le début, les Nations Unies sont, je vous dis, responsables entre guillemets puisqu'ils ont laissé faire. Ils se rendent compte que c'est un échec. Pratiquement au lendemain du vote du plan de partage, ils se rendent compte que c'est la population qui en fait les frais et ils décident d'envoyer tout de suite un émissaire pour revenir en arrière sur le projet de partage. Et c'est comme ça qu'ils vont envoyer le comte Bernadotte, qui était un personnage qui a joué un rôle très important puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va sauver beaucoup de juifs, il a été responsable de la Croix-Rouge internationale. Et il est quelqu'un qui est très respecté, qui a vraiment une aura. Et il est considéré comme neutre, il est suédois, donc il est envoyé pour représenter les Nations Unies et refaire une proposition, retravailler sur le partage. Quand il arrive en Palestine, au mois de juin 1948, il n'a jamais rencontré d'Arabes, de Palestiniens encore. Et quand il arrive là-bas, il a beaucoup de préjugés. Il écrit d'ailleurs dans ses rapports, il vient en étant persuadé que ce sont les Juifs qui sont à nouveau victimes, qui sont victimes de massacres et qu'il va falloir les sauver à nouveau. Mais à peine arrivé, il se rend compte que c'est tout à fait l'inverse et il visite les camps de réfugiés, il rencontre les Palestiniens, il rencontre bien évidemment le nouvel gouvernement israélien et il essaye de discuter avec eux. Il se rend compte que le rapport de force n'est pas du tout comme on veut le croire en Europe. Mais il fait face à une sourde oreille, c'est-à-dire que les Israéliens ne veulent absolument pas entendre parler d'un redécoupage et surtout, on est en plein combat, les combats ne sont pas encore terminés, les Israéliens savent qu'ils veulent prendre plus. C'est-à-dire que non seulement ils ne veulent pas de redécoupage, mais leur projet c'est de prendre tout le territoire, voire même au-delà, puisqu'ils sont toujours sur l'idée de prendre le Liban et la Syrie. Donc leur idée c'est de continuer une expansion vers le nord. Donc ils ne veulent pas entendre parler de ça, et le deuxième point fondamental, c'est qu'ils ne veulent surtout pas entendre parler du droit au retour des réfugiés. Et pourquoi c'est important à l'époque pour le comte Bernadotte? Parce que nous sommes au lendemain de la guerre mondiale, et nous sommes en train de parler de la question des réfugiés européens, puisque la guerre a fait beaucoup de réfugiés, et c'est vraiment un sujet central. Beaucoup de voix vont d'ailleurs s'en accaparer, Louis Massignon aussi, enfin, il y a des personnalités comme ça, et qui disent mais les Palestiniens tombent tout à fait dans cette catégorie de gens, il faut prendre en compte leurs droits et leurs droits au retour. Nous sommes en train d'écrire la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ça fait partie quand même des fondamentaux. Il n'arrivera pas, il arrivera tout juste à faire un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu va permettre finalement aux sionistes, aux Israéliens de s'armer plus fortement, et finalement c'est un échec. Il est assassiné au mois de septembre, mais avant d'être assassiné, il laisse un document où il préconise effectivement un redécoupage, il va jusqu'au bout de sa démarche, et surtout il insiste très lourdement pour que le droit au retour soit appliqué pour les Palestiniens. Il cite le mot réfugié plus de 10 fois, c'est vraiment un mot très important pour lui. Ce rapport, il l'écrit, il le fait corriger et relire par les Américains et les Anglais. Donc c'est avec l'aval des Américains et des Anglais. Il servira de base, quelques semaines plus tard, au mois de décembre 1948, à l'élaboration d'une résolution, la résolution 194-3, qui est aussi très importante à connaître puisque c'est la seule résolution de l'ONU qui a été votée plus de 100 fois jusqu'à aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution votée au lendemain de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Elle reprend la base, c'est-à-dire qu'elle reprend l'idée qu'il faut internationaliser Jérusalem. Elle parle du droit au retour des réfugiés de manière très importante, puisque c'est vraiment dans l'esprit de cette époque. Elle parle du droit à des compensations pour les pertes qui ont été subies par les réfugiés palestiniens. Donc c'est vraiment la base, 94.3, qui est aussi très importante à connaître, puisque c'est la seule résolution de l'ONU qui a été votée plus de 100 fois jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution votée au lendemain de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Elle reprend la base, c'est-à-dire qu'elle reprend l'idée qu'il faut internationaliser Jérusalem. Elle parle du droit au retour des réfugiés de manière très importante, puisque c'est vraiment dans l'esprit de cette époque. Elle parle du droit à des compensations pour les pertes qui ont été subies par les réfugiés palestiniens. Donc c'est vraiment la base. Et enfin, elle termine sur l'idée qu'il faut concilier, transformer donc une relation de guerre en une relation de conciliation entre les États arabes et Israël, et créer une commission qui en réalité serait chargée de transformer les armistices qui vont être signés quelques semaines après en traité de paix. Donc on a une base juridique plutôt favorable à ce moment-là. On a l'impression que finalement, malgré une situation qui allant plutôt semblait désastreuse pour les réfugiés palestiniens, y compris du point de vue du droit, puisque ce vote du plan de partage était injuste d'un point de vue du droit, il y a une remise en question de cette injustice, il y a une volonté de transformer les choses. Voilà où nous en sommes. Donc cette commission de conciliation va être organisée, va se créer, et très rapidement, cette commission de conciliation, elle est confrontée à la question des réfugiés. Vous avez pratiquement 900 000, parce que pratiquement un an s'est déroulé depuis les premières expulsions. Cette communauté continue de grandir. Ils sont dans des tentes, dans des conditions dramatiques. Au niveau de la population qui vit dans les camps, elle est estimée sur les 5 millions recensés, il y a 1,5 million sur les 58 camps de réfugiés palestiniens. C'est pas énorme, en fait, quand on réfléchit. Mais, en fait, c'est parce que les camps ont débordé sur les villes. Donc les réfugiés, il y en a beaucoup qui sont rattachés encore à l'UNRWA, qui bénéficient de l'aide, donc qui viennent au camp, ou qui vivent en marge du camp, mais qui ne sont plus exactement dans la structure du camp. Ça, c'est vraiment selon les rapports de l'UNRWA. D'abord, les sionistes et les Israéliens après ont toujours fait une grande différence entre les Palestiniens et les autres étrangers. Quand ils ont chassé les gens de Palestine, il y avait aussi d'autres nationalités. Il y avait des Grecs, il y avait des Iraniens, il y avait des Maghrébins, il y avait plein de différentes nationalités. Il y avait des Algériens, beaucoup, qui avaient d'ailleurs la nationalité française. Donc il y avait plein de nationalités. Étonnamment, les Grecs, par exemple, et les Iraniens ont été compensés, c'est-à-dire ils ont été dédommagés pour les biens qu'ils ont perdus. Jamais les Palestiniens. Les pays donateurs, dont la France notamment, disent qu'il faut que ça cesse, c'est-à-dire qu'à la fois humainement, mais surtout financièrement, on ne va pas continuer à donner. Donc, ils disent qu'il faut qu'il y ait un projet, que d'ici à un an, il n'y ait plus de question de réfugiés. Très rapidement, au mois de mai 1949, les Israéliens font semblant de négocier. Truman, les Américains vont crier, vont hurler, vont dire mais si, il faut reprendre les réfugiés. En fait, les Israéliens vont accepter de jouer le jeu, mais pendant quelques jours seulement. Et en fait, c'est une période très intéressante parce que la première réunion de cette commission de conciliation va se dérouler à Lausanne. Donc ça a lieu dans un hôtel à Lausanne. Les pays arabes sont convoqués officiellement, ceux qui sont en guerre. Donc vous avez l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, les Irakiens. Et les premiers concernés, les réfugiés, ne sont pas invités officiellement. Les Israéliens sont là. Mais les réfugiés palestiniens, comme je vous disais, très tôt, ils ont eu conscience qu'ils allaient être l'objet de ce déni. Donc à cela ne tienne, ils s'invitent. Ils s'invitent tellement bien qu'ils sont plus nombreux que les États arabes. Ils sont 22 membres, alors qu'il y a une dizaine d'Arabes pour les autres États arabes. Donc ils s'invitent, ils sont dans les couloirs. Ils ne sont pas officiellement invités dans les réunions, mais c'est pas grave, ils vont essayer de faire pression dans les couloirs en insistant, en rencontrant les émissaires internationaux, en rencontrant les représentants arabes. Ils insistent pour faire valoir leurs droits. Donc les Israéliens font mine, le représentant français a l'air très
volontaire aussi à l'époque. Et en fait, l'objectif des Israéliens à ce moment-là, c'est de rentrer comme membre des Nations Unies. Donc, ils vont monnayer, c'est-à-dire qu'ils vont marchander, ils vont dire voilà, nous on veut bien travailler sur une base, un document, mais on veut rentrer aux Nations Unies. Donc, l'ONU, la Commission, décide de leur faire signer un document qui s'appelle le protocole de Lausanne, qui est aussi, il faut le savoir, donc un document qui va être signé par les États arabes et l'État d'Israël, avec une carte derrière. Donc c'est la première reconnaissance juridique officielle de l'État d'Israël par les États arabes. Autre leçon, parce que, autre histoire qu'on a racontée, qui n'avait pas reconnu l'État d'Israël. Les États arabes reconnaissent, disent ok, nous on est d'accord de renégocier par rapport à une base frontalière, qui est la ligne d'armistice, mais qu'on va retravailler puisque ce n'est pas une ligne de frontière. Ils signent ce protocole. Dans les heures qui suivent, l'Organisation des Nations Unies vote l'intégration de l'État d'Israël, la reconnaissance de l'État d'Israël comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. L'heure d'après, les Israéliens annoncent qu'ils ne respecteront jamais le protocole. Donc les membres des Nations Unies sont face à un dilemme. Que font-ils? Est-ce qu'ils retirent la candidature des Israéliens? Les Américains sont opposés. Et c'est ça, en fait, qui va jusqu'à aujourd'hui marquer le destin des réfugiés palestiniens, c'est qu'à partir de là, ils décident qu'on va régler la question de réfugiés que d'un point de vue économique. La question politique est définitivement enterrée à ce moment-là. Et c'est dans les textes, c'est-à-dire que les propos sont tenus comme ça. Il faut qu'on intègre ces réfugiés d'une manière ou d'une autre dans les États dans lesquels ils sont réfugiés, qu'ils ne soient plus un poids. Et ils vont oublier la question politique, puisqu'ils vont être intégrés, et on n'aura plus de problème palestinien. C'est ça le calcul qui est fait au final. Et étonnamment, Israël est intégré à l'ONU sans carte. Et ça jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de carte attachée à sa reconnaissance. Ce qui explique aussi la continuité du statut de réfugié. Donc il va y avoir une mission économique qui va se rendre sur place. Et cette mission, très rapidement, elle aborde des projets en fait. On est dans des pays arabes qui sont, comme je vous ai dit, nouvellement indépendants, donc qui se construisent, qui ont plein de projets à venir, qui sont dans des situations économiques très difficiles. Je vous rappelle quand même, on est au lendemain de la Deuxième Guerre, donc y compris cette région a été fortement touchée. Donc l'idée c'est de filer un coup de pouce par une main-d'œuvre pas chère et en même temps une aide financière qui serait apportée le temps du démarrage. Et c'est comme ça que va être créé en 1950 l'UNRWA, qui est donc l'Office de réfugiés, de secours aux réfugiés palestiniens, qui est donc un organisme onusien et qui étonnamment, et c'est un peu le paradoxe, est créé pour régler très rapidement, c'est-à-dire ces réfugiés doivent trouver un statut, y compris d'un point de vue juridique un statut, ils ne doivent plus être réfugiés. Donc l'UNRWA est créé pour accélérer la procédure. Contrairement aux autres réfugiés du monde entier qui, eux, vont dépendre du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, les Palestiniens en sont exclus. Non pas par malveillance, mais vraiment comme idée d'accélérer le processus. En fait, ça va se retourner contre les Palestiniens. Donc l'UNRWA est créé, les camps de réfugiés de tentes se transforment en toit en tôle, après en maison en dur, mais concrètement, les réfugiés s'opposent à ce projet. Parce que dès le début aussi, ils ont très bien compris que l'intégration, ça voulait dire le déni de leur histoire, le rejet de leurs revendications, le déni de leur expulsion, et donc tout un ensemble de paramètres qui fondent leur histoire et qui ne peuvent pas rejeter. Et là où ils ont fait l'erreur au niveau de l'ONU, c'est de penser qu'en les laissant dans les camps de réfugiés pour mieux les contrôler, parce que c'était ça l'objectif, ils allaient mieux les assimiler, entre guillemets, c'est-à-dire mieux arriver à faire changer leur esprit. En fait, ça a été l'inverse, puisque les camps de réfugiés ont permis le développement du mouvement national palestinien qui va se développer après, et ce sera le terreau même, puisque ce sera la base des souvenirs de ces villages, de ces villes, de ces familles qui se retrouvent et qui racontent cette histoire
et qu'ils vont reconstruire au fur et à mesure du temps. Concrètement, aujourd'hui, on arrive à une situation où on a officiellement 58 camps de réfugiés répartis dans le monde arabe. Les réfugiés ont fini par s'intégrer entre guillemets économiquement, c'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu de travailler dans les pays où ils sont, mais à aucun moment ils ne se sont intégrés, d'une part eux-mêmes parce que l'on refusait, et aussi parce que les pays d'accueil l'ont refusé. Pour deux raisons, parce que d'abord il y avait la raison économique, comme je vous l'ai dit, par exemple les pays comme la Jordanie étaient très faibles, les pays comme le Liban, la Syrie, mais aussi parce que un Syrien, c'est pas un Palestinien, c'est pas un Jordanien, c'est pas un Libanais. Et ça a été aussi une grande erreur des puissances occidentales, c'est de faire l'impasse. Mais on était colonial à l'époque, et dans l'état d'esprit colonial, on ne fait pas de différence entre les Arabes. Ils sont tous pareils, ils ont une langue commune, et on ne sait pas les différences. Et ça a été repris d'ailleurs par les sunnistes qui disaient, mais regardez, ils ont des États arabes vastes et grands, c'est encore dit aujourd'hui d'ailleurs, et donc ils peuvent aller dans ces autres États, ce sont des Arabes. Mais ce ne sont pas, c'est comme les Européens, chacun a une spécificité, une histoire, voilà. Et donc ça a été la grande erreur. Et donc ça c'est aussi une des raisons du rejet. Et en l'occurrence pour le Liban, une particularité, c'est que le Liban a été créé sur un découpage territorial avec la Syrie qui a été critiqué pendant de très nombreuses années, y compris par les Libanais, mais les Syriens aussi, et en faisant une entité où il y avait un équilibre religieux démographique lié à la religion. Et ça, c'était un projet français qui a été rejoint par les sunnistes, parce que les sunnistes, quand ils n'ont pas pu prendre et acheter le Liban, comme ils en ont eu l'intention, parce que les Français n'étaient pas d'accord, qu'ils les en ont empêchés, ils ont dit, bon, bah, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est que le Liban devienne chrétien, 100%, que les musulmans quittent. Comme ça, on aura une entité juive en Israël, totale, et une entité chrétienne totale au Liban. C'était pour qu'il y ait un équilibre comme ça. Donc, à la fois, les Français et les Israéliens soutiennent cet équilibre démographique, qui fait qu'il faut qu'il y ait une majorité chrétienne. Or, dans les réfugiés qui se retrouvent au Liban, la majorité est musulmane. Donc, s'ils étaient intégrés au niveau nationalité, ça ferait déséquilibrer cet équilibre. Donc, aujourd'hui, on a des camps au Liban, comme je vous ai dit, où c'est la situation la plus catastrophique avec Gaza, des réfugiés. Ils n'ont pas droit à 70 métiers à peu près qui leur sont interdits. Ils n'ont quasiment plus de documents d'identité. Parce qu'avant, ils ont eu des laissez-passer pendant très longtemps qui leur étaient renouvelés. Mais depuis la guerre du Liban en particulier, et ces dernières années, il y a eu un durcissement, c'est que leurs papiers ne sont plus renouvelés. Parce que l'objectif des Israéliens, c'est d'annihiler l'UNRWA, l'organisme onusien, puisqu'ils disent, tant que l'UNRWA existe, ça veut dire que ça rappelle qu'il y a des réfugiés palestiniens. Or, s'il y a des réfugiés palestiniens, ça ramène à la responsabilité des Israéliens et des sionistes dans leur statut. Donc, situation extrêmement difficile, et aussi difficile parce que beaucoup de ces camps sont devenus tellement grands, ils ont été, les camps se sont élargis dans la ville, mais ça reste des zones de ségrégation terribles, très importantes. Il y a une bourgeoisie qui a intégré à la vie libanaise, qui l'a été depuis longtemps, des gens qui avaient double nationalité depuis très longtemps, mais qui continuent de revendiquer qu'ils sont palestiniens, et ça c'est important. Mais bon, la majorité sont des réfugiés. En Syrie, une situation moins défavorable, là vous avez 9 camps, entre guillemets, parce que on le voit aujourd'hui, c'est que face au combat, ils sont pris en otage, parce qu'eux ne veulent pas avoir à choisir, ils sont réfugiés juste. Ils ont eu un statut correct jusqu'à maintenant, puisqu'ils ont un laissez-passer, ils peuvent exercer des métiers, il y a une aide intéressante qui est faite aussi par le gouvernement, ils ont plus de droits, disons, que les réfugiés palestiniens au Liban. La Jordanie, où là, ils ont aussi des droits corrects, puisqu'ils ont un passeport jordanien, mais qui est particulier, puisque c'est des numéros référencés qui disent qu'ils sont palestiniens, mais ça leur permet de circuler. Et ça, c'est une autre donnée importante, parce que qui dit réfugié, qui dit impossibilité de circuler d'un pays à un autre, pas de regroupement familial, impossibilité d'aller, par exemple, un Palestinien de Syrie qui a un laissez-passer, il ne peut pas aller où il veut dans le monde arabe. Donc c'est très compliqué. Donc Jordanie, où on dit encore que la majorité de la population est d'origine palestinienne, mais bien sûr les Jordaniens comme les Palestiniens ne le revendiquent pas, puisque sinon
ça rentrerait dans le jeu israélien de dire regardez, vous avez un État, c'est la Jordanie. Or, les Jordaniens sont Jordaniens, ils sont totalement différents des Palestiniens et comptent garder quand même leur territoire, ce qui est normal. Alors, Gaza a une situation catastrophique, complètement encerclée, bouclée, et qui est encerclée depuis 1994. Pourquoi 1994? C'est qu'au moment des accords d'Oslo, en fait, quand il a commencé à y avoir des négociations sur un début d'autonomie, entre guillemets, palestinienne et le soi-disant retrait israélien des territoires occupés, Gaza était encerclée à ce moment-là et enfermée, emmurée. Et souvent on oublie que ça date de 1994. C'est-à-dire que pendant qu'on négociait les accords d'Oslo, les Gazaouis se retrouvaient enfermés avec les colonies, parce qu'au départ il y avait les colonies à l'intérieur. Ils étaient enfermés avec les colonies, interdiction de sortir du territoire par l'air, par la mer, par l'eau, enfin, par la terre, et en plus avec des restrictions au niveau du travail, parce qu'à l'époque il y avait encore quand même des travailleurs qui allaient en Israël, mais très régulièrement c'était fermé. Des restrictions aussi pour les marchandises, ça date de 1994, cette situation. Elle s'est aggravée avec le temps, au point d'aujourd'hui de devenir une vraie prison, mais c'est quand même très ancien. Donc ça explique aussi la situation d'exaspération de la population. Donc une situation très très difficile à Gaza. Cisjordanie aussi difficile parce que depuis Oslo et le découpage territorial qui fait qu'aujourd'hui il y a 3 cantons grossièrement, des routes interdites aux Palestiniens, des checkpoints, à peu près 700, des barrages, des colonies, la colonisation qui a été mise en place à partir de 1967 comme moyen de prendre la terre de manière définitive. Donc la colonisation a bien évidemment accentué la pression israélienne et la pression sur les réfugiés. Donc l'UNRWA continue de fonctionner bon an mal an. Elle gère les questions d'éducation, elle gère les questions de santé, les services sociaux, le financement de micro-projets, les infrastructures des camps, les programmes d'urgence, puisque Israël continue d'attaquer régulièrement les camps de réfugiés qui sont sa bête noire. Mais il y a 2 choses que l'UNRWA ne gère pas et n'a jamais gérées, c'est la protection et la sécurité des réfugiés. En sortant les réfugiés de la sphère HCR au commissariat aux réfugiés qui gère les autres réfugiés, les réfugiés ont perdu ce droit. Alors depuis 4 ans, l'ONU, et comme le statut n'a pas duré 1 an, mais que vous voyez, on est aujourd'hui en 2012 et que ça n'a pas bougé, l'ONU a lancé un groupe de travail avec le comité des droits inaliénables du peuple palestinien qui dépend de l'ONU à l'ONU, qui se réunit maintenant tous les 2 ans. Ils ont donc un groupe de travail qui est chargé pendant ces périodes-là d'essayer de réintégrer le statut UNRWA au statut HCR. Donc c'est un statut qui va permettre non seulement aux Palestiniens de bénéficier d'une protection et d'une sécurité qu'ils n'ont pas, réfugiés, et aussi par rapport au droit international, à l'application de certaines règles. Les Israéliens bloquent, parce qu'ils font partie du HCR. Ils se considèrent d'ailleurs comme les ancêtres, puisque c'était pour la question des réfugiés juifs, bien sûr. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours, qui est un travail juridique extrêmement important. Et je terminerai par un exemple, parce que souvent, vous savez, des roquettes qui sont lancées depuis Gaza, et elles sont lancées sur 2 villes israéliennes. Donc il y a Ashkelon et Sderot. Souvent on entend parler de ça. Mais jamais dans les médias on explique pourquoi les Gazaouis lancent sur Ashkelon et Sderot. Parce que ces 2 villes, Ashkelon en arabe, d'où vient d'ailleurs l'échalote en français, et Sderot, qui était le village de Najd, qui existait avant, la petite ville de Najd qui était là avant, ont été totalement chassés et vidés de leur population en 1948 et en 1950. C'est-à-dire, ça a été d'abord dans la première vague en 1948, et ça a été fini de nettoyer en 1950. Ils sont tous à Gaza, et ils sont au nord de Gaza. Donc vous voyez, c'est vraiment pas innocent comme geste. C'est-à-dire qu'il y a une raison derrière, qui n'est jamais évidemment rappelée. Quand ils ont expulsé les Palestiniens, les sionistes et ensuite les Israéliens, puisqu'ils ont continué à expulser jusqu'en 1953,
faut savoir que la Nakba, ce qu'on appelle la catastrophe, l'expulsion, ne s'est pas arrêtée avec la guerre. Les Israéliens ont continué à expulser jusqu'en 1953. Ils ont repris les expulsions au moment de la deuxième guerre israélo-arabe en 1967. Et depuis, ils le font, mais de manière sporadique, c'est-à-dire 10 par là, arrachage de maisons, voilà. Systématiquement, ces expulsions ont été accompagnées de spoliations. Alors au début, il a été dit que c'était pour permettre de reloger les réfugiés juifs. En fait, il y a eu quelques cas de relocation de réfugiés juifs, mais très très peu en fait. Très rapidement, les maisons ont été... Ils voulaient effacer la trace en fait. Ça a été ça le problème des sionistes, c'était cette trace des Palestiniens qui était là, qui était omniprésente. Et on le voit notamment en Galilée. Il y a un historien palestinien qui s'appelle Salman Abu Setta, qui a fait un travail remarquable. C'est un vieux monsieur maintenant, mais qui a travaillé toute sa vie sur cette question-là. Il a fait d'abord le recensement de tous les villages qui ont été, villes et villages qui ont été rasés. La majorité en Galilée, dans le nord de l'État d'Israël, la partie la plus agricole, la plus verte. Il montre comment il y a 526 de mémoire, villes et villages qui ont été totalement rasés. Sur ces 526, il n'y a quasiment eu aucune reconstruction. Ils ont transformé la majorité, ils ont reboisé sur la majorité. Comme je vous ai dit, ils n'ont toujours pas de carte à l'ONU et officiellement, ils n'ont pas terminé. Là, ils veulent s'accaparer toute la vallée du Jourdain. Ils ont d'ailleurs vidé l'eau du Jourdain. Il n'y a plus d'eau le long du Jourdain. Ils continuent les expulsions, les Bédouins aussi. Ils se sédentarisent, on voit ça comme dans beaucoup de pays du monde où les nomades se sédentarisent, ils les expulsent systématiquement. Comme il faut un permis de construire délivré par l'autorité israélienne qui est systématiquement refusé, officiellement ils disent pour non-obstention de permis. Donc tout est juridiquement utilisé pour justifier la poursuite de ce projet. Le problème, c'est qu'il y a quand même ces Palestiniens. Comme ils ne peuvent plus les expulser, le projet c'est de faire 3 cantons qui vont avoir une semi-autonomie du type Conseil général, pas étatique, qui s'appelleront État, et ce sera le maximum qu'ils concéderont. C'est ça leur projet actuellement. Donc ça c'est une chose. Donc spoliation, destruction des archives et spoliation, y compris avec la caricature qui est Jaffa. Alors pourquoi je dis c'est une caricature? Parce que il y a eu un très bon film qui a été fait par Eyal Sivan sur la mécanique de l'orange, qui est un Israélien réalisateur, qui montre comment il y a eu tout un discours qui vous a été, à vous occidentaux, vendu, en disant vous allez voir, les Juifs ont développé les oranges, ils ont créé les orangers, de marais nous avons fait verdir la terre, nous avons créé des orangeries. D'une part, les orangeries existaient bien avant l'arrivée des sionistes, et qu'au départ, c'était uniquement les Palestiniens qui les avaient en main. Ça, c'est aussi archive à l'appui. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'orangerie à Jaffa. Les orangeries ont disparu. C'était pas du tout dans leur projet. Ils n'avaient pas du tout... le projet agricole était un projet politique de façade, en fait. Parce que cette partie a été complètement abandonnée. Donc, spoliation qui continue aujourd'hui, puisqu'elle continue à chaque fois que l'armée israélienne rase, elle prend, elle déclare que c'est autorité militaire, donc c'est récupéré, et il n'y a aucun recours actuellement possible, ou très peu qui aboutissent. Et spoliation qui va jusqu'au point où il y a eu des Palestiniens qui ont demandé à habiter dans des colonies, et ils n'ont pas eu le droit. Donc ça montre aussi que c'est spoliation et interdiction de revenir sur ce territoire. Spoliation aussi pour les Israéliens d'origine palestinienne. Et ça, c'est aussi un dossier qui est peu connu. Il faut savoir que ceux qui se sont retrouvés incorporés à l'État d'Israël, les Palestiniens qui sont restés, beaucoup d'entre eux ont été déplacés chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs biens aussi. Alors ils sont restés en Israël, mais ils ont perdu leurs biens. Et ils n'ont pas été non plus dédommagés. Ça fait partie aussi des dossiers qui sont toujours en cours. Et dont on parle depuis plusieurs années. Les Israéliens veulent que le Nouveau cesse. Donc il y a un travail de lobbying qui est extrêmement puissant, qui a failli aboutir au lendemain de la signature des accords d'Oslo, qui est d'abord fermeture des bureaux à Vienne, transfert des archives à Gaza, et après bombardement des archives. C'était ça l'objectif, parce que les réfugiés sont répertoriés par le Nouveau. Ils ont des registres. Les réfugiés
Et les descendants de réfugiés, jusqu'à aujourd'hui, ont une carte qui leur permet, qu'en cas de droit au retour et de compensation, de faire valoir leurs droits. C'est une carte qui est mise à jour régulièrement. Donc il y a un fichier. Et donc les Israéliens veulent éliminer ce fichier et éliminer l'aide. Parce qu'ils disent, si vous aidez les réfugiés, ils vont continuer à être réfugiés. Et d'ailleurs, il y a eu une intervention au HCR il n'y a pas longtemps dans ce sens. Donc, l'UNRWA a eu moins d'argent ces dernières années. Leur budget a diminué, mais le nombre de réfugiés continue d'augmenter. Et au Liban, c'est flagrant. Ils ont eu parmi les plus fortes baisses de budget. Donc, une situation sanitaire et sociale qui régresse, situation politique générale au Liban, post-guerre qui n'est pas facile, où les Palestiniens ont été à nouveau stigmatisés, qui du coup a renfermé les Palestiniens dans une situation interne catastrophique, qui a attisé les discours politiques, qui ont été d'ailleurs nourris en cela par ce qui se passait en Palestine, en Israël, entre le Hamas et tout ça, donc qui a ressurgi sur la vie des camps. Donc ce n'est pas une question confessionnelle en tant que telle, c'est surtout une question politique en fait au final. Avec l'enjeu, pour résumer, mais on pourrait en parler, de dire est-ce qu'on continue de suivre l'OLP, qui a été présente au Liban longtemps, qui est dans un travail de négociation depuis de nombreuses années, ou est-ce qu'on rejoint le Hamas, dont le discours politique est qu'Israël reconnaisse d'abord la création de l'État palestinien, et on verra après si on reconnaît l'État d'Israël. En gros, je schématise. Donc les débats, ils se font là-dessus. Ajoutez à cela, du fait de la paupérisation, du fait de retrait de l'UNRWA, l'intervention d'associations caritatives à connotation effectivement religieuse, qui sont maintenant présentes, bien sûr majoritairement musulmanes, puisque la population est majoritairement musulmane, mais les chrétiens aussi, notamment les Américains aussi commencent à intervenir, et qui sont dans une logique, eux, d'intervenir pas d'un point de vue humain national, mais d'un point de vue de renforcer la question religieuse. Après Oslo, les Occidentaux ont commencé à dire « Ah ben, on va recaser, on va réintégrer les réfugiés du Liban », sous-entendu pas les autres. Parce que le Liban, il faut à tout prix qu'il reste à majorité chrétienne. Et en plus, leur situation est catastrophique. Donc il y a un projet qui consisterait à installer les réfugiés palestiniens du Liban dans le Sinaï, de création d'une ville, et c'est un projet israélien en fait au départ. Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'était une des possibilités, puisqu'il était exclu qu'Israël les accepte. Ils étaient 400 000 encore il n'y a pas longtemps, mais j'ai lu un rapport il y a 2-3 jours où ils disent en fait, du fait de leur situation catastrophique, ils seraient aujourd'hui plus que 250 000. Mais ça c'est à vérifier. En tout cas, l'idée c'est de les installer là, parce que la Cisjordanie, avec les checkpoints, les machins, les trucs, il n'y a plus de place. Gaza, c'est surpeuplé, donc voilà, il restait cette option-là. Voilà, ça c'était les dernières infos, ce qui avait fait dire qu'effectivement, il n'était plus question de droit au retour pour les autres. Depuis que l'autorité palestinienne est installée en Palestine, il y a une émergence incroyable, un nombre incroyable de groupes de réfugiés qui s'est constitué à travers le monde, qui se structurent, et c'est très intéressant à analyser d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils seront pérennes, mais pour rappeler à l'autorité la question du droit au retour. Et pas seulement ça, c'est que dedans il y a 3 volets en fait. Il y a le rappel du droit au retour, mais il y a le rappel des réfugiés dits de 48, ce qu'on appelle, les réfugiés dits de 67, et les réfugiés de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens israéliens, dont je vous ai dit, dont on n'a pas parlé. Parce qu'ils sont, quand il y a des négociations entre Israéliens et Palestiniens, leur dossier n'est jamais sur l'agenda. Parce qu'ils ont été dépossédés, pareil. Ils ne sont pas à plein droit, etc. Ils n'ont pas droit au regroupement familial, notamment la question sur Jérusalem est très fortement posée. Donc il y a ces trois pôles, enfin, je veux dire, 3 situations majeures. Et donc, effectivement, il y a des associations de réfugiés qui se réunissent, qui font des congrès. Bon, après, je ne sais pas, au niveau du droit, au niveau de leur impact, ce que ça donnera. 20%, parce que c'est le maximum qu'ils voudront atteindre. Et ça a été dit en 1905. Zangwill, que vous avez vu dans le film, vous savez, ce sont tous ces leaders qui ont construit ce projet-là.
qui avaient tout à fait conscience qu'il y avait la population, puisqu'on le voit dans leurs écrits et dans les réunions secrètes qu'il y a eu. Et ils ont défini que pour qu'ils soient juifs, enfin, viables d'un point de vue de judaïté, il ne fallait pas que ça dépasse 20%. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la politique. Et c'est pour ça que Lieberman a régulièrement ressorti la question en disant il faudra poursuivre le nettoyage, parce que la population croit et qu'il y a aujourd'hui un déficit, c'est-à-dire qu'il y a plus de juifs qui quittent que de juifs qui rentrent. Or, donc du coup, la balance, elle est en train de bouger au niveau démographique. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas le droit au retour, parce que s'il y avait un droit au retour, ils redeviendraient une minorité. Les Palestiniens et Israéliens sont des citoyens de troisième zone. Je dis troisième parce que avant il y a deux catégories. Première zone, en fait, qui sont principalement les citoyens juifs européens. Et puis, après, seconde zone, les citoyens juifs orientaux, séfarades, parce qu'ils n'ont pas tout à fait eu les mêmes droits. Ils ont été victimes de discrimination, de racisme. Il y a une historienne, d'ailleurs israélienne, qui fait un travail remarquable là-dessus. Elle raconte comment les sionistes allaient en Yémen, et puis ils choisissaient les juifs qu'ils allaient ramener sur des critères exactement comme ce qui s'est passé sous le nazisme physique. Ils ont volé des enfants, enfin ils ont fait des trucs comme ça. En Irak aussi, ils ont aussi choisi, j'ai trouvé aussi des archives en Tunisie, ils ont fait la même chose. Donc on voyait qu'il y avait vraiment un racisme nettement vis-à-vis parce qu'ils étaient d'abord arabes. Et la troisième zone, ce sont ceux qui sont d'origine palestinienne, chrétiens, musulmans confondus. Un certain nombre de métiers leur sont interdits, le nombre de places à l'université leur sont comptées, ils n'ont pas droit aux mêmes aides. Par exemple, s'ils font un emprunt à la banque, ce n'est pas les mêmes taux d'intérêt s'ils sont juifs ou pas juifs. Ils n'ont pas le droit d'acheter de terre, ils n'ont pas le droit d'être propriétaires où ils veulent. Il n'y a que certaines zones à Nazareth, à Haïfa où ils peuvent l'être, et à Jaffa, et c'est très très compliqué, etc., etc. Donc, ils sont victimes effectivement d'une discrimination, mais qui ne se dit pas. Parce qu'en fait, dans les textes juridiques, il n'y a pas d'interdiction. Mais après, il y a plein d'alinéas qui font que, finalement, c'est réservé à une catégorie de la population. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du boycott. Il a commencé dans les fins des années en 1917, 1918, 1919. Ça a commencé le boycott. Avec le comité islamo-chrétien qu'on voit dans le film, en fait, ils se sont organisés pour faire des manifestations, pour interpeller, ils écrivaient, vous avez vu à un moment, il y a appel au monde civilisé, ils envoyaient des lettres aux chancelleries étrangères pour les interpeller, ils sont allés au Congrès de la paix, et dans la liste des moyens, c'était le boycott. Donc notamment, à un moment donné, ils vont boycotter la farine à Jaffa, parce que les moulins de Paris, qui était l'entreprise de farine qui était sur place, a été racheté par un juif, et il a renvoyé les non-juifs, et il n'a pris que des juifs. Donc du coup, ils avaient décidé de protester en boycottant. Après, ça a été la même chose avec la centrale électrique, qui a été rachetée par un juif, et donc, à un moment donné, ils ont fait des manifestations de boycott où ils n'allumaient plus l'électricité, ils mettaient les bougies. Après, ça a été le boycott des commerçants juifs qui étaient sectaires, qui ne prenaient que des juifs, qui ne prenaient pas d'autre chose. Donc le boycott est une histoire ancienne, en fait. Donc quand en 2005, l'autorité palestinienne, ne sachant plus quoi faire finalement pour se faire entendre et valoir son droit, s'est tournée vers cette option, c'était un peu une continuation d'une histoire. Moi je pense que c'est intéressant, on a eu le préalable de l'Afrique du Sud. Le boycott permet de faire prendre conscience, c'est un bon moyen. Vous savez, les gens, je disais tout à l'heure, je fais pas mal de conférences et dernièrement j'en ai fait pas mal dans le monde rural. Et j'étais dans un endroit où il y avait 150 personnes, je crois quasiment que des paysans, et beaucoup avaient été en Palestine, et tous font le boycott. Ils vendent de l'huile d'olive sur leur ferme, alors qu'ils sont producteurs de beurre et de crème, c'est extraordinaire. Et ils prônent le boycott, parce que la terre, ça leur parle. Et en fait, ils adhèrent à ce projet, c'est non violent, en même temps ça dit les choses, et puis en même temps ça met le doigt sur le rapport à la terre. L'huile d'olive, elle est faite par des Palestiniens qui ont une histoire avec leur terre. Voilà, je pense que c'est la question de Palestine, c'est pas simplement la question effectivement palestinienne, c'est la question
qui vous touche tous. Ça veut dire, si vous ne vous battez pas pour le droit en Palestine, c'est que vous êtes prêts à le lâcher ici. Parce qu'il y a la question de l'eau, de la terre, des OGM. Les Palestiniens sont inondés d'OGM par les Israéliens et par les Américains. Il y a la question des droits humains, il y a toutes ces questions essentielles pour lesquelles on se bat ici. Là-bas, elles sont mises à plat. Si on accepte ça là-bas, ça veut dire qu'un de ces 4 matins, ça va être le cas ici aussi. Et donc, effectivement, le droit, il est aujourd'hui imparfait, international. Mais c'est ce qu'on a de mieux, entre guillemets, et c'est à nous et aux puissances, à chacun, je pense que c'est aussi aux citoyens de reprendre les choses en main, et puis aux pays dits émergents, qui je pense n'auront pas forcément le même discours, parce qu'eux-mêmes ont été victimes du travail des grandes puissances.